Bonjour à toutes et tous. Merci de nous accorder un peu de temps pour cette présentation concernant un focus sur le surfaçage. Donc, on a pu voir que vous venez des quatre coins de France, aussi bien de Bretagne, du centre, d'Alsace, et donc merci à vous de nous accorder ce temps. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est faire un focus donc, sur la fertilisation de surfaçage en pépinière, mais aussi en horticulture. On verra que le surfaçage peut avoir un intérêt aussi en horticulture sur certaines espèces. Ça peut être un bon levier. Donc, on se fixe un but d'une heure ensemble, 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions, d'échanges, sachant que tout au long de ce webinaire, vous pouvez, comme l'a dit Vincent, nous poser des questions et en utilisant donc le chat. Donc, on y répondra soit au fil du temps, soit à la fin. Donc, pour cette fertilisation de surfaçage, dans un premier temps, nous allons faire un rappel des différents principes de fertilisation. Comment est la caisse à outils et comment il faut utiliser tous les leviers pour avoir un bon rendu de vos plantes. Puis nous aborderons donc la fertilisation de surfaçage, le principe et l'objectif d'un surfaçage, également les points à surveiller pour garantir l'efficacité d'un surfaçage. Et après, donc, nous irons vers nos technologies qui nous sont propres, CompoExpert, qui ont été validées par nombreux d'entre vous pour leur rendu plante, la mise en œuvre et les préconisations concernant le surfaçage. Et enfin, nous aborderons aussi un thème nouveau pour nous, la fertilisation de surfaçage, mais en culture biologique. Donc, ce rendez-vous d'aujourd'hui rentre dans une série de rendez-vous qu'on vous a donnés depuis donc, le 8 juin 2020. On a essayé de vous informer par rapport au Covid, aux événements, d'utiliser un autre moyen de communication et d'échange. Donc, nous avons commencé le 8 juin par vous proposer les nouveautés en matière de fertilisation pour l'horticulture et la pépinière. Puis, nous avons, le 20 novembre, nous avons commencé, tout en ayant toujours un fil conducteur, par vous proposer la fertilisation de fonds en culture conventionnelle, mais aussi en UAB, et les nouveaux outils de nutrition et de biostimulation. Puis toujours dans cette logique de fil conducteur, après la fertilisation de fonds, nous vous avons proposé les solutions de fertirrigation en horticulture et pépinière, en reprenant les fondamentaux et les différents leviers de fertirrigation que vous pouvez utiliser. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour dérouler les solutions de fertilisation en surfaçage, en horticulture et en pépinière. Merci Isabelle. Donc, je reprends la main donc, pour le début du webinaire. Donc, alors, pour ceux qui ont déjà participé au dernier webinaire, on a déjà abordé ce principe des fondamentaux qui sont nécessaires pour un bon rendu ou un bon résultat de la fertilisation. Bon, il est quand même important qu'on revienne dessus parce que c'est quand même la base pour comprendre ce qui se passe et pour que la fertilisation soit le plus efficace possible. Donc, quand on prend la plante dans son environnement, il y a quand même des choses qu'il faut quand même prendre en compte. Il y a d'abord toute la partie, on va dire, caisse à outils. Donc, ces différents éléments qui vont nous aider à réussir la culture. Donc, ça va être le substrat, le conteneur, l'arrosage, l'eau, le climat et puis aussi la fertilisation, ce qui nous concerne. Et ces éléments, en fait, vont avoir une efficacité qui sera liée à différents facteurs, à différents gradients. Et notamment, si on prend pour la partie aérienne de la plante, les éléments qui vont influer son développement, c'est d'abord la lumière, puis l'oxygène et le CO2 par rapport à la respiration et la photosynthèse, et puis enfin la chaleur.
Et au niveau du système racinaire, donc ça c'est important, c'est une bonne aération du substrat parce qu'une racine, ça respire. Puis après la chaleur, l'eau et enfin les éléments nutritifs. Donc l'efficacité d'une fertilisation par surfaçage, comme on va aborder aujourd'hui, elle sera liée à ces éléments-là. Et donc pour que les éléments fertilisants qui seront amenés en surfaçage soient assimilés, il faut que tous ces facteurs soient réunis. Donc clairement, une fois qu'on a les facteurs, une fois qu'on a mis l'engrais, en fait, il faut que la plante ait un système racinaire développé, hein, et donc avec des poils absorbants, c'est ce que vous voyez ici. Hein, donc ce sont sur l'extrémité des racines, hein, ce petit duvet au niveau de l'extrémité racinaire. Et ce sont ces poils absorbants qui ont la capacité d'absorber l'eau et les éléments minéraux dans le support de culture ou dans le sol, hein, en fonction du type de culture. Et ce flux d'eau et de minéraux n'est possible uniquement que si on a présence de poils absorbants. Voilà. Ça, il faut savoir que ces poils absorbants ont une durée de vie qui est d'à peu près 24 à 48 heures. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un système racinaire dynamique qui se renouvelle en permanence pour avoir tout le temps du poil absorbant qui sera capable d'assimiler l'eau et les éléments minéraux. Donc là, c'est un petit focus sur un poil absorbant. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Hein. Donc, les petits duvets qu'on voit ici, donc c'est ça grossi. Et puis on voit qu'en fait, un poil absorbant, c'est une cellule qui a une extension dans laquelle la vacuole, par l'effet d'osmose, va absorber l'eau et les sels minéraux du sol. Voilà. Alors, petit détail important, la racine absorbe de l'eau, mais malgré tout, ne doit pas baigner dans l'eau parce qu'en fait, l'hypoxie racinaire intervient très rapidement. Hein. Une racine qui est dans l'eau plus de 20 minutes, donc d'où l'importance de faire attention à l'arrosage. En ce qui concerne justement ce flux de minéraux dans la plante, donc une fois que tous les éléments sont là, que le système racinaire est actif, il y aura des facteurs qui sont nécessaires pour que la plante assimile bien les éléments minéraux et l'eau. On l'a vu, hein, il faut qu'on ait un système racinaire bien développé, donc ça c'est important, qui exploite bien toute la surface, enfin tout le volume du pot pour aller chercher les minéraux et l'eau. Des poils absorbants régulièrement répartis dans le pot, hein, donc, est présent. Voilà. Donc, après, on entend aussi une fertilisation adaptée, hein, un choix d'équilibre en fonction de ce qu'on souhaite faire. Et puis, des conditions climatiques qui vont favoriser la transpiration, qui va favoriser justement ce flux d'eau dans la plante. Et c'est ce flux d'eau qui va être le vecteur et le transport en fait, des éléments dans le réseau de vaisseaux de la plante. Donc voilà. On sait aussi que, en fonction du type d'élément, l'assimilation sera liée à l'apport d'eau. En fait, si on prend l'azote et la potasse, en fait, l'azote va être favorisé avec de l'eau présente, alors que la potasse, elle, sera favorisée plutôt avec du stress hydrique, plutôt un manque d'eau, entre guillemets. Et donc, le fait d'arroser régulièrement va plutôt favoriser l'azote, et le fait de faire du stress hydrique va plutôt favoriser la potasse. Et donc, en fonction de la façon d'arroser, on va donc influer sur le comportement du végétal, soit de la végétation, soit de la floraison. Voilà. Chose qui est importante aussi, il y a des éléments comme le calcium et le magnésium. Hein, le calcium qui est un élément constitutif des parois cellulaires et qui est important dans la construction de la plante et dans la bonne tenue de la plante. Et ce calcium, lui, il sera lié en fait à un flux d'eau régulier. Il a besoin d'un flux d'eau constant pour être assimilé. Lorsqu'on commence à avoir du stress hydrique, on a des carences en calcium potentielles parce que le flux d'eau est rompu et que le calcium sera plus véhiculé. Donc d'où l'intérêt de bien construire la plante en début de cycle et qu'elle assimile suffisamment de calcium pour bien construire les tissus. Voilà. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, une plante asphyxiée, une plante qui a les pieds dans l'eau, en fait, ne se nourrit pas. Donc voilà. Le point important aussi au niveau de la fertilisation, c'est l'arrosage. Donc l'arrosage, c'est ce qui va rendre disponibles les éléments minéraux dans le support de culture. Et cet arrosage, en fait, il est important dans un support de culture, notamment avec des composants comme de la tourbe qui sont à la base, la tourbe blonde qui est à la base un composant hydrophobe. Donc il est important, lorsqu'on met une culture en place, le premier arrosage, que la totalité du substrat soit bien mouillée, parce qu'en fait, ce sera la mémoire future du substrat. Si on garde
des zones de substrat non arrosées dans les premiers arrosages, on peut se dire que pendant la culture, on aura des hétérogénéités d'arrosage et donc des répartitions de racines dans le support de culture qui seront des vivaces de toute façon après. Et puis une assimilation des éléments minéraux qui sera compliquée. Donc un arrosage compliqué et donc une répartition de la racine qui sera mauvaise. Donc premier arrosage important, une bonne répartition de l'eau dans le support de culture. Je vais voir ça tout à l'heure. C'est sur la fertie en surfaçage. Par contre, Sébastien, donc c'est ça que je m'étais inscrit parce que ça va être très important. Je ne peux pas couper le micro. Sébastien, excuse-moi, est-ce que tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Alors, donc voilà, excusez-moi. Et donc là, en fait, on voit aussi que le contenant peut influer sur le comportement dans le substrat, dans le pot, en fonction du drainage et du nombre de trous qu'on aura au fond, et s'il y a des pieds ou pas. Voilà. Donc le contenant va jouer sur l'arrosage et donc va jouer aussi indirectement sur la fertilisation. En ce qui concerne, je vais te redonner la main, Isabelle. Là, c'est surtout ce qui va être biostimulant, notamment micro-organismes. Oui. Donc, comme vous l'a dit Vincent, avant d'envisager de la fertilisation par surfaçage, ou même avant d'envisager toute fertilisation, il faut être sûr que notre système racinaire soit bon et puisse capter les éléments et l'eau. Et donc, on a fait tout un travail au niveau de Compo Expert pour justement donner de l'assurance et sécuriser le système racinaire. Et donc, pour cela, on a développé un biostimulant qui fait partie de la famille des micro-organismes, des Bacillus amyloliquefaciens, que vous allez retrouver dans notre gamme aussi bien Fertirrigation avec l'Algospide 12630, avec notre gamme surfaçage avec le LD Twin 20, également avec notre gamme UAB, donc en incorporation avec le Terra Plus City Green qu'on va retrouver en incorporation substrat mais aussi en surfaçage. Et également vraiment un joker en utilisation quand la culture est en place et qu'on a déjà surfacé, on a déjà fertirrigué, on aura le Basfoliar Rhizobio. Donc tout ça, tous ces produits en fait ont un Bacillus amyloliquefaciens, on a E4CDX2 pour plutôt des supports solides et on a R6CDX pour tout ce qui est support liquide. Donc, c'est les noms qui ont été utilisés par notre collègue Ludovic Fessel pour déposer le dossier d'homologation en tant que biostimulant, puisque ces deux bacillus ont une homologation en tant que biostimulant qui rentre dans la catégorie additif pour matière fertilisante. Donc, ces deux biostimulants sont garants, comme on va le voir, d'un bon développement du système racinaire. Donc, on vous propose de vous montrer le fonctionnement de ce bacillus. Donc, ce bacillus, qu'il soit utilisé en soluble ou en surfaçage avec notre produit LD Twin 20 BS, il va se positionner dans le substrat et au contact du substrat et de l'eau, on va avoir les spores qui vont entourer le système racinaire et avec la température, avec l'eau, on va avoir une multiplication de ce Bacillus amyloliquefaciens, ce qui va former un biofilm autour du système racinaire et le lieu d'échange entre la plante que l'on veut dynamiser et rester avec un bon système racinaire et le Bacillus amyloliquefaciens, ça va être vraiment la racine et le biofilm où tout va se dérouler. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en fait entre ces bacillus qui se sont multipliés et les racines? Donc là, on voit, comme le montre Vincent, que le biofilm a été créé
autour de la racine, et ça va être vraiment le lieu d'échange de messages qui vont aller de la plante à la bactérie et de la bactérie à la plante. Et donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va tout d'abord, une plante, pour assurer son système racinaire, va développer, va synthétiser de l'auxine, qui est la première hormone du monde végétal. Et quand elle synthétise l'auxine, le premier acide aminé pour synthétiser cette auxine, c'est le tryptophane. Et donc, le tryptophane, en fait, va être le messager qui va aller de la plante au biofilm. Et en recevant, en fait, le message tryptophane, la bactérie va elle-même synthétiser de l'auxine. Donc, on va, en fait, accumuler l'auxine synthétisée par la plante, mais aussi l'auxine synthétisée par le Bacillus amyloliquefaciens. Donc, qui dit auxine, dit meilleur développement du système racinaire. Donc, on garantit en fait d'avoir un bon système racinaire pour la plante. Donc, ce qui va engendrer une bonne assimilation des éléments et une bonne assimilation de l'eau. Également, quand on va être en fertilisation, notamment fertilisation organique au sens large, on sait qu'il y a une partie du phosphore qui n'est pas assimilable. On parle de phosphore organique insoluble. Et donc là aussi, le bacillus, que ce soit E4CDX2 ou Actistart R6, va avoir un rôle sur les phytases et hautes phosphatases qui vont rendre le phosphore qui était insoluble en tant que tel, qui vont le rendre soluble. Et donc, quand on parle de phosphore, on parle élongation des cellules. Donc, on va avoir vraiment un rôle complémentaire. On a multiplié le nombre de racines par rapport au fait qu'on a augmenté la concentration en auxine. Et là, avec le phosphore qui est rendu disponible, on va permettre l'allongement des racines, notamment. Et on sait que le phosphore aussi, c'est la notion d'énergie. Ça rentre dans l'énergie, l'ATP, et donc ça va aussi donner de l'énergie à la plante pour continuer son développement. Donc ça, c'est le deuxième levier qu'on apporte avec E4CDX2 ou Actistart R6. Et enfin, le troisième plus apporté par ces bacillus, c'est le côté biodisponibilité des éléments. Et donc le phosphore, par exemple, on sait que sur des sols ou des substrats avec des pH basiques, on parle de rétrogradation du phosphore, c'est-à-dire que le phosphore est lié au calcium, ce qui fait qu'on a une grosse molécule phosphore-calcium qui n'est pas absorbable par la racine. Et là, justement, la bactérie va émettre des acides organiques, donc ce qui va permettre de casser le pont phosphore-calcium. Et donc là, le phosphore est de nouveau assimilable par la plante, donc élongation des cellules et notion d'énergie. Et donc ça, on l'a démontré en conditions contrôlées, en conditions laboratoires. On a regardé quand on mettait du bacillus, qu'est-ce qui se passait. Donc, premièrement, on a dénombré les bactéries, et donc on voit très bien sur un temps de 12 jours et très rapidement, on voit que dès 2 jours après le début de la manip, on voit qu'on a une multiplication du nombre de bactéries. Et donc la création du biofilm. Et ce que l'on voit aussi comme autre paramètre différenciant par rapport aux témoins, c'est la notion d'acidification du milieu, puisqu'on voit qu'à T0, on était à 7,18 et très vite, à T2 et à T12, on arrive à un pH de 5,17 au niveau du bulbe racinaire. Donc on parle vraiment d'acidification du milieu, alors qu'effectivement, au niveau du témoin, on voit qu'on a un pH qui reste constant dans le temps. Alors, juste précision, là, on est en conditions labo, où il n'y a pas de tampon par rapport aux constituants d'un sol ou d'un substrat. Donc, l'acidification vous paraît très, très importante. On a une différence de 2 de pH. En aucun cas, nous vous garantissons une baisse aussi importante du pH, mais on vous garantit une baisse de pH de 0,5, 0,6 suivant les types de sol, qui va permettre justement de rendre disponibles les éléments. On a parlé du phosphore,
le fait de couper le pont phosphore-calcium, mais on voit également sur le tableau de droite que plus on a un sol basique, plus les oligo-éléments, notamment le fer, le zinc, des oligo-éléments qui sont importants pour la croissance de vos plantes, on voit qu'ils ne sont plus assimilés. Donc là, le fait d'utiliser une fertirrigation ou un surfaçage ou un joker comme le Basfolia rhizobio avec du bacillus va permettre justement de baisser le pH et de rendre de nouveau assimilables les éléments qui étaient bloqués dans le sol ou dans votre substrat. Et donc ça aussi, ça peut être une garantie. On sait que les eaux à majorité en France sont avec des pH basiques, avec des taux de bicarbonate plus ou moins importants. Et donc là aussi, ça va être une sécurité pour ceux qui n'utilisent pas, pour X raisons, de l'acide nitrique, notamment en pépinière où il y a peu d'utilisation d'acide nitrique. Là, avec ce type de levier biostimulant, on va permettre de donner toujours un message acidification du bulbe racinaire et donc une garantie d'une bonne assimilation des éléments dans le substrat, dans le sol ou les éléments également que l'on apporte par le biais de la fertilisation, quelle qu'elle soit. Merci. Donc, oui, donc c'est vraiment une acidification de la rhizosphère. Hein. C'est là où se développe le biofilm, où se développe la bactérie. Et d'où l'intérêt d'avoir un système racinaire bien développé dans l'ensemble du pot pour que la racine exploite bien l'ensemble du substrat. Donc là, on a fait un petit focus rapide sur le bacillus et son intérêt. On a souhaité aussi vous remettre avec Isabelle l'ensemble de la gamme biostimulant en fait, qui est à votre disposition. Parce que en orthipépie, en fait, on a une gamme de biostimulants qui est très large avec des objectifs qui sont très complémentaires. Donc, c'est quand même intéressant qu'on vous remontre ça rapidement. Alors, on a d'abord, dans un premier temps, ce qu'on appelle, nous, la fertilisation associée. Donc, c'est le cas de 2 engrais, en fait, des engrais minéraux, dans lesquels on a associé des bacillus, donc le 4CDX2, celui dont vous a parlé Isabelle à l'instant. Et donc, l'objectif, c'est, par le biais de cette fertilisation, d'apporter les bacillus sans avoir à faire d'apport complémentaire. Et donc, on a un soluble, qui est l'algospide 12,630-BS. Donc là, l'intérêt, c'est qu'à chaque fois qu'on arrose, on amène du bacillus. Et donc là, toujours dans l'objectif du développement racinaire et structuration de la végétation. Et puis, pour la pépinière, on a le LD Twin 20BS, en fait, qui est un engrais de surfaçage azoté, dans lequel aussi il y a le bacillus, et donc avec une libération progressive de ce bacillus dans le milieu. Et donc, toujours pareil, développement du système racinaire et structuration de la végétation. Et en parallèle de ça, et pour certains, vous les connaissez, c'est la gamme basse foliaire, qui dernièrement s'est agrandi. Il y a eu quelques nouvelles homologations. Donc, un des produits qui est le plus connu sur le secteur, c'est le kelp, le basse foliaire kelp, qui est l'extrait d'Eclonia maxima, donc qui est un produit dont l'effet est de type oxynique, et donc stimulation du développement racinaire, et puis effet de ramification par la suite. Donc ça, c'est le premier qu'on a pu utiliser en HP. Est arrivé en complément un produit qui s'appelle le Basfolia rhizobio, donc qui va reprendre la même technologie que le kelp, c'est-à-dire des extraits d'Eclonia maxima riches en équivalent oxine, dans lequel on va associer le bacillus qu'on a précédemment présenté, et donc le R6CDX. Donc là, en fait, on va combiner un effet direct d'oxine plus un effet indirect du bacillus. Voilà. Donc clairement, le rhizobio ne va pas remplacer le kelp, mais vient plutôt en complément. Le rhizobio sera plutôt à utiliser en arrosage, à la mise en culture, lorsqu'on fera des apports dans le substrat, et parce que la bactérie a un intérêt au niveau racinaire, et on viendra compléter en foliaire avec le basse foliaire kelp. Voilà. Et puis dans cette gamme basse foliaire, on a 3 autres produits qui sont homologués aussi, donc avec des objectifs complémentaires. Donc l'avant nature, on est sur un produit, c'est un produit d'acide aminé concentré. Donc là, l'objectif est d'amener de l'azote ou des éléments carbonés à la plante, notamment par la voie foliaire, donc avec des acides aminés qui sont essentiellement de l'acide glutamique, qui est la brique de base pour la fabriquer toutes les autres acides aminés. Donc notamment dans le cadre de culture biologique, on pourrait faire ces compléments foliaires avec de l'avant nature qui ferait un apport d'azote foliaire. Voilà. Et après, le Plantae Bio et le basse foliaire ici.
Alors, ce sont deux produits qui, eux, vont plutôt jouer sur la constitution des parois cellulaires, sur la structuration de la plante et donc sur l'amélioration de la tenue et de la qualité. Donc, Plantae Bio, plutôt sur le fait qu'on va jouer sur notamment la teneur en eau et la coloration de la plante, utilisable en agriculture biologique. Le basse foliaire ici, lui, vient plutôt jouer sur donc la structuration de la plante par l'assimilation de silice qui va s'accumuler dans les parois cellulaires et amener de la rigidité au tissu. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on a la totalité de la gamme des engrais et produits à base de biostimulants pour l'utilisation en horticulture et pépinière. Voilà. Donc sur la gamme surfaçage, Isabelle. Donc maintenant que nous avons, je dirais, planté un peu le décor, entre guillemets, nous allons passer sur l'approche surfaçage. Donc nous avons une gamme assez courte avec 4 produits dont on va vous proposer les technologies et les utilisations pour telle ou telle culture ou tel stade. Donc, tout d'abord, avant de débuter, on voulait redéfinir ou définir qu'est-ce que le surfaçage. Donc, le surfaçage, c'est le fait d'apporter les éléments minéraux nécessaires au développement de la plante en surface du substrat. Puisque tout à l'heure, on vous a dit qu'on avait fait plusieurs webinaires fertilisation de fond, webinaire fertilisation en fertirigation, qui est surtout utilisé en horticulture et très peu en pépinière. Et donc, on voulait compléter par la possibilité d'amener de la fertilisation en cours de culture, non pas par la fertilisation, non pas par la fertirigation, mais par le surfaçage. La libération des éléments minéraux sera liée à plusieurs facteurs, notamment la façon d'arroser, donc l'arrosage, et également les différentes technologies retard que constitueront nos fertilisants. Et après, la question est de savoir le choix du type d'engrais mis en œuvre. Il dépendra de la culture et de ses besoins. Par exemple, on n'aura pas les mêmes besoins et la même approche pour en horticulture un surfinia, un pétunia retombant ou un lélandi. Les critères de commercialisation sont différents, donc on aura une approche différente au niveau de la fertilisation. Également sur le cycle de la culture, longueur du cycle, mais aussi à quel stade on va surfacer. Et également, on va se poser la question, avant de choisir notre engrais de surfaçage, la période de l'année. Est-ce qu'on est proche de l'hiver où il faudra plutôt privilégier d'apporter un peu d'azote, mais surtout de la potasse pour faire l'arrêt de végétation et pour faire la barrière par rapport aux fortes aux températures basses? Voilà, c'est les questions qu'il faut se poser avant de mettre en œuvre son étape surfaçage. Vas-y, Vincent, s'il te plaît. Hop, alors, attends, plus. Voilà, c'est bon. Et le surfaçage, comme on a dit, c'est pour continuer à avoir une plante qui a une bonne croissance, qui se construit bien et également qui garde une bonne couleur. Donc, l'objectif du surfaçage, c'est relancer et structurer la croissance, optimiser la coloration du feuillage et également favoriser la floraison. Par exemple, les rosiers que vous avez rempotés au mois de novembre, vous souhaitez qu'ils soient bien fleuris pour, souvent c'est la fête des mères qui est importante, ben, on va voir que pour favoriser la floraison de vos rosiers, sans passer par la fertirigation, on a une solution donc, qui sera plutôt une solution potassique qui va vous permettre d'avoir une bonne végétation, une bonne ossature de vos rosiers, mais également une qualité de floraison au top. Et donc pour tout cela, on a développé une gamme
d'engrais utilisables en surfaçage pour tous les types de cultures que vous avez et les buts aussi que vous souhaitez atteindre. Donc là, on revoit en fait le focus sur la gamme, hein, donc les différents équilibres, les différents produits que vous connaissez. Alors, avant de faire un surfaçage, ou pour aussi contrôler un surfaçage, on va avoir différents outils qui vont nous aider en fait à bien choisir à quel moment on doit le faire ou s'il reste encore suffisamment d'engrais. C'est des outils que vous connaissez, hein, donc on va avoir le conductivimètre à prise directe. Donc là, on va aller mesurer la conductivité en millisiemens directement en le piquant dans le substrat. Hein, donc c'est l'outil qu'on peut voir ici, par exemple. Hein. Donc ça donne une valeur en millisiemens par centimètre. On va avoir les conductivimètres en solution liquide qui vont donner aussi les mêmes valeurs, mais là, il faut faire une préparation, hein, une dilution du substrat dans de l'eau déminéralisée pour avoir une valeur. Donc ça va être plutôt ce genre d'outil ou celui-ci. Et puis, on peut aussi avoir un outil qui va nous donner une valeur en grammes par litre et qui, lui, est l'activimètre. Alors là, il ne faut surtout pas confondre. Hein. Ici, on a un activimètre, ici, on a un conductivimètre. Les valeurs sont différentes, car le conductivimètre, c'est bien des millisiemens par centimètre. L'activimètre, ce sont des grammes par litre. Voilà. Donc, l'interprétation ne sera pas tout à fait la même. Sachant qu'un millisiemens n'est pas forcément égal à 1 gramme par litre. C'est souvent un peu supérieur. Voilà. Et peut-être, Vincent, excuse-moi de t'interrompre, en fait, ces outils vont nous permettre de connaître la somme de tous les éléments qui sont dans le substrat. Donc, de nous donner une valeur aussi bien de l'azote, du phosphore, de la potasse, mais aussi des autres oligo-éléments qu'il y a dans le substrat. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, quand on prend ces mesures-là, on va mesurer tous les éléments minéraux, sans discrimination. Mis à part l'urée qui n'a pas de conductivité, on va avoir une mesure globale de l'ensemble. Alors, ça ne nous donnera pas quelle teneur en azote on a dans le substrat, mais ça nous donnera quelle teneur en sels minéraux on a dans le substrat. C'est aussi une valeur qui est intéressante parce qu'on sait que dans certains cas de culture, on a des conductivités où on a des valeurs de salinité à ne pas dépasser pour ne pas avoir de problèmes racinaires. Hein, donc, ça permet aussi d'avoir ce contrôle-là. Voilà. Alors, donc, ces outils ils vont nous donner, en fait, entre guillemets, une image de ce qui se passe dans le substrat. Et à partir de là, en fait, on va, en fonction du visuel et de ce qu'on aura mesuré dans le substrat, décider de ce que l'on fera en surfaçage. Et donc, après ce surfaçage, il y aura différentes façons de le faire. Hein, et donc, aujourd'hui, on a différents engrais donc, qui vont s'apporter soit à la main, soit… Alors, j'ai mis clé à pipe, mais voilà, c'est une façon de doser, ou des outils type T-Claude. Voilà. Donc, ça, ce sont les outils qui nous aideront à amener ce surfaçage sur le conteneur. Et après, ce surfaçage doit se positionner en surface de substrat. Et donc, on pourra le positionner soit en poké, c'est-à-dire qu'on fera un petit tas d'engrais, ou soit en dispersé. Et donc, ça, c'est l'idéal. Donc, c'est-à-dire qu'on le répartit sur la surface du substrat. Par contre, il faudra surtout bien faire attention à bien le positionner en décalé par rapport au collé. Voilà, donc je vous ai fait une illustration. Dans l'idéal, il faut que le surfaçage se positionne dans cette zone de surface de contenant pour éviter d'être trop proche en fait, du collé, où justement cette salinité provoquée par l'engrais de surfaçage peut provoquer des lésions au niveau du collet et peut être fatale à la culture. Donc on évitera toujours de mettre ou de positionner un engrais de surfaçage, hein, que ce soit un engrais type LD ou un type d'enrobé, hein, dans cette zone autour du collet. Voilà, ça évitera tous les problèmes culturels. On le répartira dans la zone plutôt vers le bord du pot. Voilà. Donc cette gamme d'engrais, en fait, elle est fabriquée sur l'usine de Krefeld en Allemagne. Alors c'est une usine qui est très récente. Hein. Enfin, ces outils ont été remis à neuf il y a très très peu de temps. Donc certains d'entre vous l'ont visité. Donc ce sont des outils spécifiques qui permettent d'associer des matières premières qui sont spécifiques à Compo, hein, notamment comme l'isodure ou le crotodure, hein, ce que vous avez dans les LD. Et donc, ces outils permettent de fabriquer vraiment ces engrais de surfaçage avec la granulométrie qu'on souhaite. Donc, voilà, vous avez d'autres photos ici. Donc, il y a 9 granulateurs sur le site de Krefeld. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, Isabelle va revenir dessus. Ces outils-là permettent d'associer des deux molécules qu'on va retrouver aussi bien dans le crotodure que dans le LD, qui sont l'isodure et le crotodure. Voilà. Je te laisse reprendre la main, Isabelle, sur les azotes retards.
Donc, comme vous l'a dit Vincent, nouveau procédé, nouvelle machine qui sont les seuls en fait à pouvoir mélanger deux azotes à libération lente que sont l'isobutylène diuré, communément appelé IBDU ou isodure, qui est une marque propre Compo-Esper, avec une autre technologie, le crotonilidène diuré, le CDU ou le crotodur, qui est aussi une marque Compo-Esper. Et nous allons voir que ces deux principes, ces deux formes de libération sont complémentaires et sont intéressantes pour votre surfaçage, pour lisser les influences des conditions climatiques. Je te laisse la parole, Vincent. J'ai débordé également. Non, il n'y a pas de souci. Et donc on a l'explication du nom aussi des engrais. Hein. Les LD s'appellent LD Twin. Alors, Twin, du fait qu'on ait ces deux formes d'azote retard, hein, qui sont l'isodure et le crotodur. Et donc, l'intérêt d'avoir associé ces deux formes d'azote retard, c'est d'avoir cet effet complémentaire du mode de relargage, entre guillemets, des éléments nutritifs en fonction de ces deux molécules. Historiquement, on avait le triabon qui contenait du crotodur et les LD qui contenaient d'isodure. Alors, on savait que le crotodur avait la particularité d'être notamment résistant à des pH acides et donc adapté notamment à la pépinière de plantes acides. Voilà. Désormais, avec ces nouveaux outils qu'on a à Krefeld, on peut les associer. Et donc, on va combiner l'efficacité et le mode de libération de ces deux azotes retards. Et donc, l'isodure, lui, aura une minéralisation par hydrolyse. Alors, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on apportera de l'eau sur la molécule, sur l'engrais, une partie de l'azote sera libérée par de l'engrais. En fait, ce sont des grandes chaînes et donc ça fractionne. À chaque arrosage, on fractionne cette grande chaîne. A contrario, le crotodur, lui, c'est une chaîne cyclique. Donc, c'est une molécule cyclique. Et donc, pour commencer à se libérer, il faut que les micro-organismes, d'abord, cassent cette chaîne cyclique. Et une fois que cette chaîne sera cassée par les micro-organismes, on aura une libération par hydrolyse de l'azote de la molécule. Donc, ce qui fait que dans cet engrais, dans les LD qui vont combiner l'isodure et le crotodur, on va avoir un effet de libération qui sera progressif, d'abord par hydrolyse de l'isodure, et puis après, prendra le relais du crotodur lorsque les micro-organismes auront commencé à grignoter, entre guillemets, cette molécule. Voilà. Donc, pour compléter ce que vient de nous dire Vincent, comment fonctionne l'isodure? Donc, on aura, comme l'a dit Vincent, une minéralisation par hydrolyse. Et cette minéralisation, en fait l'isodure, c'est une grande chaîne azotée, ça va nous permettre d'avoir une mise à disposition de l'azote retard sur une durée de 3-4 mois. Comme c'est par hydrolyse, on est indépendant du type de sol, donc on aura une mise à disposition de l'azote, qu'on soit sur un pH basique ou sur un pH neutre ou sur un pH acide. Il y aura une mise à disposition et une nutrition azotée. Et également, ce qui est important de dire, c'est que par rapport à des sols drainants, donc on peut dire que sur les substrats sont souvent des sols drainants, on va avoir une mise à disposition, un fonctionnement qui va bien se faire puisqu'on est indépendant du pH et du type de sol. On sera dépendant uniquement de l'eau et donc de la présence de l'eau qui va mettre à disposition progressivement l'azote sous forme nitrique. Également, ce qu'on a pu montrer, c'est que le fait d'utiliser une fertilisation avec l'azote retard et l'azote retard IBDU, on avait une amélioration de la vie microbienne. Donc, ce qui est important, on a montré que le Bacillus amyloliquefaciens avait des plus, mais il y a d'autres micro-organismes qui ont un plus. Et donc là, en fait, le fait de choisir une fertilisation de surfaçage avec
un azote retard IBDU va vous stimuler la vie microbienne. Donc, par exemple, sur des cultures sensibles comme la lavande, le choisia, je vous laisse imaginer votre substrat. On va avoir une vie microbienne qui va bien se multiplier et donc avoir un bon équilibre. On a un indice d'activité supérieur à 98%, donc on a une bonne efficience. Et ce qui est important, l'IBDU, donc mise à disposition de l'azote par hydrolyse, et donc on va avoir une alimentation en azote même en conditions froides. Et on sait que suivant les régions, par exemple, moi je suis dans le sud-ouest, quasiment il n'y a pas d'arrêt de végétation, comme en Bretagne je suppose. Et donc n'ayant pas d'arrêt de végétation, il y a toujours quand même une demande d'un petit volant d'azote. Et donc là, on aura une garantie que avec un azote retard IBDU, on va avoir toujours un petit volant d'azote qui va permettre de garantir une bonne croissance, une bonne ossature, mais aussi un bon comportement, même en conditions hivernales. Et également, chose importante, on a pu le démontrer par le biais du réseau Astrodor, nos azotes retard à base d'IBDU, on avait fait des tests en case lysimétrique et on avait montré en fait que on avait un lessivage réduit, c'est-à-dire qu'au niveau des percolats, on avait peu d'azote qu'on récupérait au niveau des percolats. L'azote avait été utilisé par la plante. Donc, en complément de ce que vient de dire Isabelle, donc on a le principe de fonctionnement du crotodur. L'isodur, on était par hydrolyse. Le crotodur, en fait, ça sera par hydrolyse une fois que la forme cyclique aura été dégradée par les micro-organismes. Et donc là, comme l'isodur, donc l'azote arrivera progressivement. On a un indice d'activité qui est proche de 100%, donc on est un engrais très efficient. Et donc, l'intérêt d'avoir mélangé l'isodur et le crotodur, c'est qu'on va avoir un effet complémentaire du crotodur. Donc, tout à l'heure, Isabelle disait que l'isodur était indépendant de la température. Là, le crotodur, c'est différent. Lui, il est dépendant de la température parce qu'il est dépendant de la vie microbienne. Donc, en fait, on n'aura pas cet excès de libération qu'on pourrait avoir si on avait 100% d'isodur. Donc, on a une partie de l'azote qui sera non minéralisée quand il fait froid. On aura suffisamment par l'isodur. Voilà. Et donc, c'est vraiment complémentaire à l'isodur. Et donc, cette libération permettra d'obtenir des libérations d'azote progressives et encore plus progressives que ce qu'on avait dans le temps avec les LD avant les LD Twin. Voilà. Donc là, cette diapo résume justement le côté twin, le côté complémentarité de la combinaison de la technologie isodur et crotodur. On voit très bien qu'on a deux vitesses de minéralisation complémentaires. Donc en début, c'est l'IBDU qui se libère et qui libère l'azote. Et puis après, progressivement, quand les températures augmentent et quand justement le crotodur peut relarguer de la forme nitrique, on a une minéralisation par le biais de la technologie crotodur. Donc on voit vraiment que deux technologies dépendant d'hydrolyse IBDU, dépendant de la vie microbienne, le crotodur, et on voit le côté complémentarité. Donc on peut dire qu'avec cette technologie Twin, quelles que soient les conditions climatiques, on a une garantie d'apporter une alimentation en azote aux végétaux qui ont été surfacés avec notre gamme LD Twin. Un petit point aussi qui est important, on est sous des formes de chaînes d'azote retard, donc qui sont des chaînes qui sont non lessivables, parce que des chaînes longues, donc ils ne vont pas être lessivés. Et puis, il n'y a pas de volatilisation. Contrairement à de l'urée, là, on a des produits qui n'ont pas d'urée, donc qui n'ont pas de volatilisation de la forme urique. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que d'associer l'isodur et le crotodur, cette technologie Twin, donc ça va permettre d'abord de débuter la libération d'azote par l'hydrolyse de l'isodur, puis ensuite
on aura une libération d'azote du crotodur grâce à la vie microbienne du sol. Et puis, point important que donnait tout à l'heure Isabelle, c'est que la libération la minéralisation du crotodur et de l'isodur vont se faire de façon complémentaire. Et donc, chose qu'on déclare, dont on parle très peu, c'est la libération d'énergie, comme on peut voir ici sur l'illustration. C'est ce que disait Isabelle tout à l'heure, hein, c'est que la stimulation de la vie microbienne du sol par ces formes d'engrais, elle est liée au fait que quand on a soit de l'hydrolyse, soit de la dégradation par les micro-organismes, on a une libération d'énergie qui est récupérée en fait par les micro-organismes du sol. Ça leur est favorable. Donc, si les conditions de sol sont moins favorables donc à leur développement, ces engrais vont leur donner de l'énergie pour se développer. Donc ça, c'est un plus. D'où l'intérêt, vous l'aurez compris aussi, d'associer le bacillus dans le LD Twin 20BS, le bacillus à cette forme d'engrais. Voilà. Donc ça, oui, c'est un résumé de ce qu'on a déjà dit, hein, Isabelle, donc sur les libérations en fonction des conditions climatiques. Je ne sais pas si tu veux redire un mot. Non, je pense qu'on a juste ce qu'il faut retenir, température froide dans notre gamme LD Twin, on pourra compter sur la mise à disposition de l'azote par le biais de la technologie isodur, puisque c'est par hydrolyse. Et dès qu'on a des températures douces et les températures qui grimpent, on aura les deux. On aura aussi bien l'isodur par hydrolyse et on aura les micro-organismes qui seront plus actifs et donc le crotodur qui mettra à disposition de l'azote pour vos végétaux. Et le but est de coller aux besoins de la plante. Température froide, besoin faible, température plus élevée, donc besoin plus élevé. Et d'éviter d'avoir des libérations excessives qui sont perdues et qui ne sont pas utilisées par la culture. Il faut peut-être préciser aussi, c'est que ces deux formes d'azote ne génèrent pas des conductivités importantes et donc on a une sécurité au niveau de l'utilisation par rapport à l'impact sur certains végétaux. Moi, j'ai toujours tendance à dire que la clématite, par exemple, ou l'impatience de Nouvelle-Guinée, effectivement, c'est des plantes qu'il faut nourrir, mais pas en excès et donc qu'il n'y ait pas dans le substrat des salinités trop hautes. Là, avec ce type d'engrais, avec les deux technologies, on garantit une non-salinité importante. On a vraiment, comme je dis, un relargage, un biberonnage en fait des éléments progressifs, mais sans excès et sans générer de conductivité importante qui pourrait être négative pour la plante, pour son évolution. Alors là, je vais le passer rapidement, mais c'était des petits films qui avaient été faits pour montrer en fait que le mode de fabrication des engrais avec la nouvelle usine de Krefeld permettait de rendre l'engrais entre guillemets friable et surtout pâteux. Et c'est ce qui est l'intérêt des LD, c'est que vous l'avez déjà vu, c'est que quand on met le LD Twin en surface d'un substrat, il forme une pâte et cette pâte va coller au substrat et ça évite que si le pot se renverse avec les conditions climatiques, que l'engrais sorte du pot. Là, il sera collé au substrat et ça, c'est un avantage. Donc voilà, donc là, on peut le voir, on ne le verra pas, ça ne veut pas démarrer. Donc, en fait, clairement, l'intérêt, c'est que voilà, les LD, de par leur fabrication, dès qu'on les aura arrosés, vont coller au substrat. Et ça, c'est un avantage parce qu'une fois qu'ils ont collé au substrat, il n'y a plus de risque de chute de l'engrais. Et puis, on a une meilleure aussi mise à disposition des éléments minéraux après pour la culture. Voilà. Alors, ce qui est important dans la fabrication des LD, et chez nous, c'est quand même un point qu'on souhaite mettre en avant, c'est que chaque granulé de LD contient la totalité des éléments fertilisants. C'est-à-dire qu'on n'a pas des grains d'azote, des grains de phosphore, des grains de potasse et de magnésie qui sont associés entre eux pour faire un équilibre. Là, en fait, on fabrique un granulé et dans chaque granulé, on a l'équilibre qui est déclaré. Donc, par exemple, sur le LD20BS, on a le 25-10 dans chaque granulé. Voilà. Et ça, c'est important, parce que sur la répartition des éléments minéraux, sur l'effet retard de l'engrais, ça aura un impact important derrière pour la plante.
Donc, nous avons vu que la gamme LD était faite de deux azotes retards, l'IBDU et le crotodur, hydrolyse, micro-organismes, mais également on a souhaité aller plus loin puisque pour ceux qui ont participé à notre webinaire concernant la fertilisation de fonds, vous avez vu qu'on vous proposait un 100% enrobé. Et donc, on connaît la technologie enrobée ou filmée. Et donc, là, on a plutôt pensé sur du fertilisation en surfaçage, mais plus long terme. Donc, ça va être notamment le cas, vous n'avez pas vendu vos cultures de 2020 et vous voulez quand même les fertiliser, les nourrir sur le début du printemps 2021 en ayant le but de les vendre cet été ou à l'automne. Et donc, on a pensé à une fertilisation progressive, plus long terme que celle apportée uniquement par l'isodure ou le crotodur. Et donc, on a rajouté en fait à ces deux technologies la technologie PFIC, donc qui est une technologie, je vais dire, d'enrobage qui permet d'avoir une mise à disposition plus longue que les 3-4 mois que je vous ai annoncé sur l'isodure ou le crotodur. Là, on va être plutôt sur une mise à disposition sur 4 mois et demi, 6 mois. Et donc, la constitution, en fait, du LD Twin Plus, on va avoir le granulé avec l'isodure et le crotodur à hauteur de 60% des grains du LD Twin Plus. Et donc là, on aura une action immédiate avec une forme nitrique ammoniacale et une action, je dirais, retardée avec la technologie isodure, crotodur qu'on vient de vous présenter. Et après, donc pour avoir une mise à disposition plus longue, parce qu'on sait que l'étape surfaçage, c'est une étape qui va demander du temps, qui va demander de la main-d'œuvre. Et donc là, c'était une solution pour réduire justement le nombre de passages et pour vous proposer un produit qui est beaucoup plus longue durée d'action et d'alimentation. Et donc là, on a mis le granulé avec la technologie PFIC, où on retrouve de l'action contrôlée de la forme nitrique ou ammoniacale, mais aussi on a filmé la technologie isodure et crotodur. Donc on a une action lente combinée avec une action contrôlée, ce qui nous permet d'allonger la durée de mise à disposition de cet azote de façon progressive et de miser sur une durée de 4-5 mois au niveau de vos végétaux. Par rapport à ce que je disais avant, hein, donc, sur les LD qui étaient composés, 100% des grains étaient composés des mêmes équilibres. Donc là, c'est le cas. Hein, donc, les granulés enrobés ou les granulés non enrobés sont exactement les mêmes. C'est juste que les granulés enrobés ont été enrobés en plus et donc remélangés en fait avec le non enrobé. Voilà. Mais il y a bien dans les granulés enrobés le même équilibre que dans les non enrobés. Donc, LD Twin Plus, bénéfice pour le producteur. Bon, j'ai un peu avancé au niveau présentation. Gain en main-d'œuvre, moins de passage en surfaçage, puisqu'on a gagné en durée de mise à disposition. Ça va nous permettre d'avoir des plantes plus hautes, plus colorées, mieux ramifiées et équilibrées de façon plus longue. Des plantes plus rapidement commercialisables également. Plantes mieux valorisées. Au niveau valeur marchande, ce qui vous intéresse, vous, c'est d'avoir des plantes le plus grand nombre et le plus grand nombre en catégorie première. Et le côté effet réellement longue durée qui va vous permettre de diminuer le nombre d'interventions en surfaçage qui est un paramètre important en main-d'œuvre et donc en coût de production. Alors, je vais peut-être passer rapidement, sinon on ne va pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout. Donc là, c'est un résumé. C'est les 12 commandements, entre guillemets, du LD, hein, donc, sur les effets et les intérêts d'aller utiliser le LD. Donc, on les a déjà tous abordés. Alors, je ne vais pas forcément les réaborder. On va essayer d'avancer, parce que sinon, on ne va pas arriver au bout.
Donc là, en fait, on vous a mis quelques illustrations, mais bon, c'est histoire de vous montrer, mais en fait, ces produits ont été testés sur l'ensemble du réseau Astrodor, hein. Nombreuses stations ont pu les tester et ont pu mettre en avant l'intérêt de ces LD. Donc, dans ces essais-là, qui avaient été faits en Bretagne, hein, donc on avait pu comparer notamment l'ancienne génération avec la nouvelle, et on a bien pu voir que la mise à disposition de l'azote plus progressive, hein, notamment avec l'apport du crotodur, avait permis justement une structuration de la plante un peu mieux, un peu plus ramifiée, un peu plus développée. Voilà. On était déjà très bien avec le LD Plus Extra, pour ceux qui l'ont connu. Avec le LD Twin Plus, on a amélioré en fait cette qualité de plante, cette ramification. Et donc là, c'était sur de l'azalée. Et on voit que sur du lélandi, on a eu le même effet. On a eu, dans les deux cas, une bonne végétation. Mais sur le cas du LD Twin Plus, on a été plus loin dans la libération d'azote. Donc, on a été plus loin dans la végétation, la ramification. Voilà. Donc, on a vraiment un effet retard qui est très continu avec le LD Twin Plus. Voilà. Donc, si on fait un résumé de la gamme que l'on peut vous proposer au niveau de cette gamme, de cette étape surfaçage, on a le LD Twin 10 qui lui va avoir comme but d'utilisation de garder coloré ou de recolorer une plante, vos plantes, de favoriser la floraison et donc aussi un maintien de la qualité puisqu'on aura un bon ratio floraison-coloration. Donc là, en mémo, ce LD Twin 10 a une coloration rouge-bordeaux. Au niveau équilibre, c'est un équilibre 10-5-20 plus 4 de magnésie. Donc ça vous donne l'explication du pourquoi cela favorise la floraison, on est plus potassique qu'azoté, et également favorise la coloration, puisque on amène, en utilisant le LD Twin 10, on amène 4 points de magnésie. Et puis on peut ajouter, excuse-moi Isabelle, on peut ajouter aussi qu'il est très riche en fer. Il y a 1% de fer dedans dans la nouvelle formulation, ce qui participe aussi à la coloration et à la tenue de la qualité. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir et c'est ce qu'on vous avait déjà, par rapport à notre ancienne gamme, on avait fait des constats et notre nouvelle gamme, donc la gamme LD Twin, au-delà du fait d'amener 2 technologies, a également été enrichie en oligo-éléments et notamment en éléments fer qui effectivement comme la magnésie, est un plus par rapport à la coloration du feuillage de vos plantes. Donc durée 3-4 mois et au niveau utilisation, donc une utilisation en surfaçage à hauteur de 2 grammes par litre de substrat. Donc ça, c'est coloration floraison. Mais pour d'autres plantes, notamment les plantes de haies où il y a un souci d'ossature, mais aussi de croissance de la végétation, donc ramification, croissance de végétation, on a aussi 2 produits, donc soit le LD Twin Plus avec isodure, crotodur, mais aussi du filmé qui vous permet d'avoir une mise à disposition de 4 à 6 mois et qui a un équilibre plus azoté que potassique. C'est un équilibre 19, 5, 8 plus 2 de magnésie. Donc on garde quand même le côté apport de magnésie, donc l'apport de garantie de la coloration. On retrouve aussi les oligo-éléments bien dimensionnés, bien proportionnés pour garantir un feuillage bien coloré, mais aussi bien actif au niveau notamment de la photosynthèse. Et là, donc avec le LD Twin Plus, comme on est sur une plus longue durée que le LD Twin 10 ou que le LD Twin 20 BS, on va positionner ce surfaçage à 3 grammes par litre de substrat. Également, dans notre gamme, on a un produit, le LD Twin 20 BS, où là, on retrouve la technologie Bacillus amyloliquéfacien, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, donc qui va booster votre système racinaire ou qui va réveiller votre système racinaire pour bien assimiler les éléments, l'eau, et donc qui va être un facteur de croissance. C'est un équilibre 25,8 plus 2 de magnésie. Donc on retrouve les oligo-éléments, donc notamment le fer et la magnésie. Et ce type, ce LD Twin 20 BS va être intéressant pour des surfaçages, notamment
l'été, où on va avoir un souci de continuer à alimenter pour la deuxième pousse qui commence à s'activer mi-juillet, mi-août. Et donc là, on va opérer un surfaçage début juillet, mi-juillet, avec ce type de produit qui va en plus vous donner de la garantie par rapport à l'arrosage, puisqu'on a une garantie d'avoir un système racinaire bien développé, bien actif, ce qui n'est pas toujours facile. On sait que dans vos pépinières, vous avez de multiples espèces et dans ces espèces, vous avez de multiples variétés qui n'ont pas forcément les mêmes besoins en eau et donc qui peuvent, pour celles qui sont les moins gourmandes en eau, montrer des signes d'asphyxie racinaire. Et donc là, le fait de choisir notre LD Twin 20BS vous donne de la nutrition, 25,8 plus 2 de magnésie, mais aussi vous donne une garantie par rapport à vos plantes en période estivale de garantir un bon développement racinaire et donc une bonne assimilation des éléments apportés par le LD Twin 20 et donc une bonne garantie d'ossature et de ramification. Donc, oui, il y a rien de plus là, Isabelle. C'est juste pour montrer les sacheries. Alors, moi, je voulais faire un petit focus. Alors, c'est peut-être un petit focus spécifique Bretagne. Alors, après, à voir si ça se fait dans d'autres régions. Mais alors, il y a des habitudes de surfaçage avec des engrais enrobés, associés notamment avec du LD. Et donc, pour avoir une libération plus longue durée, en fait, encore plus longue durée des éléments fertilisants, ben là, on est en train de réfléchir chez Compo à proposer une gamme d'engrais enrobés, mais qui sera plus adapté justement au surfaçage, notamment par rapport à la granulométrie qui sera plus adaptée. Parce qu'on sait que clairement, quand on amène un engrais enrobé en surfaçage, il y a plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que ça roule, et donc ça peut tomber du pot. On le colle avec des LD, mais malgré tout, ça peut quand même tomber. Et si on fait tomber le pot, ça chute. Et puis en plus, un granulé enrobé sur un surfaçage, et notamment avec le développement des paillages, la libération des éléments minéraux n'est pas forcément optimisée. Et donc là, en réduisant la taille du granulé, en le rendant plus petit, on va avoir des granulés qui seront plus adaptés à des apports en surfaçage pour des bonnes libérations. Donc là, on peut avoir un comparatif, notamment des tailles de granulés. Donc vous voyez, ici, on a ce qu'on a chez nous, le Basacote Plus, de taille normale. Et on va avoir ici le Basacote Mini, donc avec des granulés qui seront beaucoup plus petits et beaucoup mieux adaptés si on veut faire des engrais de surfaçage avec de l'enrobé. Voilà. Donc c'est un focus qui est peut-être un petit peu plus Bretagne, mais qui peut être intéressant. Voilà. Donc ça, c'était, je dirais, pour la fertilisation minérale. Alors, ce que vous disiez, Isabelle, les deux formules azotées, une courte, une longue, en fonction de la saison, en fonction de l'objectif, et une formulation potassique pour la coloration, pour la floraison, et notamment aussi pour les surfaçages d'hiver. Donc, il se fait des surfaçages en hiver pour aider le développement racinaire avec le LD Twin 10. Également, si je peux me permettre, on n'a pas parlé de l'horticulture, mais en horticulture, au niveau des pieds-mères, on a certaines plantes qui sont plus gourmandes que d'autres. Je reviens sur les surfinias ou les pétunias retombants. Donc, la solution pour compléter votre fertirrigation, mais on sait que sur l'automne-hiver, la fréquence de fertirigation n'est pas forcément importante. Et donc, pour garantir une bonne alimentation en éléments NPK, magnésie et oligoéléments, vous pouvez, sur vos pieds-mères, utiliser en surfaçage le LD Twin 10 à hauteur de 2 grammes par litre de substrat. Ça fonctionne bien. Ça permet de compenser en fait le manque de fréquence d'arrosage. Et puis pour ceux qui ont participé au webinaire du 30 novembre, on avait déjà parlé des LD qui pouvaient être utilisés en engrais starter, en engrais de fond, à la place notamment du top substrat ou PG Mix qui sont habituellement utilisés. Et dans le cas de la pépinière, le LD Twin 20BS, par exemple sur des cultures où le système racinaire est fragile, on peut faire un LD Twin 20BS en surfaçage en cours de cycle, mais aussi on peut l'utiliser en starter lors de la plantation, ce qui fait qu'on va multiplier le nombre d'apports de bacillus sur la culture et optimiser ainsi le développement racinaire de la culture. Voilà. Donc,
Et donc, en complément de ça, donc, on a développé une gamme de produits utilisables en agriculture biologique. Donc, on en a déjà parlé dans la partie fertilisation de fond ou fertilisation en fertirrigation. Et donc, on va avoir un des produits qui sera utilisable en surfaçage, c'est le TerraPlus CityGreen. Alors, le TerraPlus CityGreen, donc c'est un engrais organique 100% végétal, donc à action biostimulante. Et pourquoi action biostimulante? C'est parce qu'en fait, dans cet engrais, comme dans LD Twin 20BS, comme dans l'Algospeed 12630BS, on a du Bacillus E4CDX2, donc qui est mélangé dedans. Donc, ce qui fait que quand on va amener l'engrais, on va aussi apporter en même temps ce Bacillus en surfaçage. Donc, il est utilisable en agriculture biologique. C'est une granulométrie plutôt fine. Ça ressemble à peu près à du LD en termes de taille de grain, 2-3 mm. Et donc, c'est un produit issu de l'économie circulaire. Donc, en fait, c'est issu de déchets de l'industrie de l'agroalimentaire. Alors, ce qui est important, c'est que dans la composition, on aura toujours les mêmes intrants végétaux. Et donc, ces intrants végétaux issus de l'industrie agroalimentaire ont déjà subi en fait une dégradation soit par fermentation, soit par les travaux de l'industrie agroalimentaire. Et l'intérêt, c'est que ça fait qu'on est sur des tailles de molécules organiques qui sont plus courtes et donc qui sont plus adaptées à de la fertilisation sur des supports de culture hors sol, dont la vie microbienne est très faible. Et on sait que les engrais organiques, pour se minéraliser, sont dépendants de l'activité de la vie microbienne du support de culture. Ce qui peut expliquer que certaines fois, dans l'utilisation d'engrais organiques en culture hors sol, la minéralisation se fasse de façon très aléatoire et donc avec des problèmes culturaux qu'on peut rencontrer derrière. Là, l'objectif, c'est d'avoir des molécules organiques plus courtes et qui, pour que la plante les assimile, ne soient pas nécessairement dégradées par les micro-organismes. Donc, on va être sur des engrais qui seront plus adaptés donc, à la fertilisation en surfaçage. Voilà. Donc là, on a souhaité, avec Vincent, vous faire un résumé de toute notre gamme au niveau fertilisation. Donc, vous avez retrouvé nos engrais solubles, que ce soit en utilisation conventionnelle ou en UAB, notre petit nouveau, le TerraPlus soluble NPK. Vous avez aussi l'engrais de fond, donc soit avec des 100% enrobés, donc c'est notre gamme Basacote, avec deux équilibres, soit un équilibre azoté 16-8-12, soit un équilibre potassique qui rentre donc dans notre produit Basacote IK, et également une gamme UAB qui s'est développée, donc avec l'utilisation du TerraPlus CityGreen que vous a présenté Vincent, mais aussi un complément avec le Caligazon qui va nous apporter la potasse. Et bien sûr, vos fabricants de terreau dans la majorité vous proposent, au lieu du PG Mix qui est un 100% soluble, notre produit, le Top Substrat, qui est 70% soluble, donc disponibilité sur 2-3 semaines, et également avec 30% d'enrobé 3 mois, donc qui permet de laisser plus d'assurance pour une bonne alimentation en attendant de ferti-irriguer. La troisième gamme dont on vient de vous parler, c'est une approche utilisation d'engrais en surfaçage. Donc là, c'est notre gamme LD Twin pour la double technologie, isodur, crotodur, et également le dernier levier dans notre gamme Compo Expert, c'est des jokers. J'ai tendance à dire des jokers. C'est notre gamme de base foliaire qui constitue une gamme de biostimulants avec une homologation. Et donc, on retrouve le rhizobio pour utilisation en arrosage pour booster le système racinaire, le kelp, une utilisation plus en foliaire pour également assurer un bon développement racinaire ou faire une reprise de développement racinaire, l'avant nature pour garantir de redonner de l'énergie à la plante en amenant des acides aminés,
et le plantae bio et le Basfolia ressi rentrent plus sur une utilisation par rapport à des stress hydriques et donc une garantie de garder des plantes en croissance, même si on sert l'arrosage pour éviter d'emballer la plante. Ça, on peut par exemple prendre l'exemple de la tomate qui, dès qu'on amène de l'eau, va avoir des entrenœuds qui vont s'allonger. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Et donc là, le plantae bio ou le Basfolia ressi va nous permettre de gérer l'arrosage de façon serrée, mais de garantir toujours une turgescence et un bon métabolisme actif de la plante. Et donc tout ça, nous avons essayé de vous l'aborder dans nos webinaires successifs et ces webinaires, à chaque fois, on les a enregistrés et nous les avons positionnés sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez les retrouver si vous n'avez pas été là, par exemple, au webinaire du 18 janvier 2021 concernant la fertirrigation. On vous propose de venir le visualiser en replay sur notre chaîne YouTube. Merci Isabelle. J'ai vu qu'il y avait des questions. Peut-être. Alors moi, je ne peux pas voir le chat. Est-ce que soit Cécile ou Isabelle, vous pouvez regarder pour qu'on réponde à ces questions? Et moi, je l'ai comme non, ça. Pas vu de questions. Il n'y a pas de questions? Non. Bon, alors c'est qu'on a été très clair, c'est bien. Ce sont des petits messages de personnes qui remercient et qui ont quitté les séances. D'accord. Voilà. Il y avait juste une question que j'ai vue tout à l'heure concernant l'horticulture, parce que c'est vrai qu'on a eu tendance à plutôt axer notre discours sur la pépinière. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le retour en arrière par rapport au LD Twin 10 pour dire que ça pouvait aussi s'utiliser en surfaçage horticole, par exemple pour des pieds-mers qui sont cultivés l'automne-hiver où on a une fréquence d'arrosage qui est faible et qui peut être limite. De toute façon, on reste disponible pour tous ceux qui souhaitent avoir des informations complémentaires. N'hésitez pas à nous solliciter, donc Isabelle ou moi, ou alors là, vous avez les contacts des personnes sur le terrain qui sont susceptibles de vous répondre, que vous connaissez sûrement. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc, tous ceux qui sont inscrits aujourd'hui recevront le lien pour revoir en replay le webinaire s'ils le souhaitent. Et donc, sinon, en libre service sur la chaîne YouTube. Et sur cette chaîne, vous trouverez d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser sur les produits compos. Voilà. Donc, je pense qu'on est arrivé au bout. S'il n'y a pas de questions, on va remercier tout le monde. Merci Isabelle. Merci Vincent, merci à tous. Et n'hésitez pas. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. À bientôt.